Ma fille, donc, elle a fait du sport d'élite et elle a arrêté. Donc évidemment, comme tout sportif qui arrête du jour au lendemain un sport d'élite, ben, il prend du poids. Puisque voilà, elle a continué à manger comme avant, normalement. Mais voilà, elle a pris du poids. Après, ben, elle a commencé à vouloir perdre du poids, ce qui me semblait dans la logique. Je veux dire, elle avait pris quelques kilos, et puis elle avait 16 ans, donc elle avait envie de perdre un petit peu. Puis je dis, ben oui, ça ne me choquait pas trop. Elle était partie en vacances avec ma maman, et puis ma maman un jour m'appelle depuis les vacances et me dit, écoute, il y a quelque chose qui ne joue pas avec ta fille. Elle veut manger que du melon et des fruits, elle ne veut plus rien manger, plus de glace, plus rien. Et puis bon, ça ne m'avait pas trop choqué, mais quand même, pour que ma maman m'appelle, ça m'avait un peu interpellée. Quand elle était revenue de vacances, on avait été voir la médecin de famille, et puis je lui avais parlé de mes craintes. Et là, je lui avais parlé d'anorexie. Le terme, j'ai sorti le terme anorexie, puis elle l'avait pesé, vu, puis elle a dit non, non, tout est normal. Je veux dire, voilà, elle n'avait encore pas de symptômes autres. Mais il est vrai qu'elle avait était beaucoup dans la restriction, mais pas encore dans une restriction maladive. Et puis l'élément déclencheur, ben, c'est le jour où elle a essayé de mettre fin à ses jours. Et puis moi, j'ai rien vu venir. J'étais en pleine dépression, sauf que je ne le savais pas. Je me voyais... Enfin, je voyais rien, quoi. C'était du brouillard. C'était vraiment du brouillard. Je sentais que j'étais pas bien, mais je pouvais pas expliquer. Je me sentais pas à ma place. C'est beaucoup revenu, ça, dans ma thérapie. Je me sentais pas à ma place. Et je pense que j'avais cette impression que j'aurais pu hurler qu'on m'entendait pas, en fait. Et ouais, ce sentiment aussi de solitude. J'étais seule face à tout ça, face à ce que je vivais. Parce que je m'autorisais pas à en parler, mais je pouvais pas. Pour moi, je pouvais pas en parler. Déjà, je comprenais rien. Donc, ouais, je pense que c'est extrêmement violent parce que je me sentais seule, mal, pas bien avec moi-même. J'ai une image qui m'est revenue, que je crois que j'en ai jamais parlé d'ailleurs, où je me vois dans mon lit et à toucher mon ventre et à me dire mais je voudrais couper ce qui sort, qui me dérange en fait. Mais c'est affreux, c'est juste affreux et je vois, enfin, avec le recul, je me dis mais ouais, je devais être dans un mal-être, mais affreux. J'ai pas les mots en fait, j'arrive pas à vous les dire, mais c'est vraiment ouais, ce côté d'être seule, d'être pas bien, et d'où le fait ouais, de peut-être préférer se dire bah, peut-être que je serais mieux soit à disparaître, soit à ôter ma vie. Ouais, les idées noires sont quand même venues parce que c'était insoutenable. Si toi tu vois au moins quelqu'un qui est bien, c'est parce que je suis guéri, donc ça c'est important de le dire. Quand j'avais 15 ans, quand l'anorexie a été officiellement déclarée, entre guillemets, moi je fais 1m65, quelque chose comme ça, un peu plus, un peu moins. Je faisais, j'étais à 50 kilos, 50 et quelques, et c'est très vite descendu à 30, 36, 34. Si j'étais en dessous de 34, je devais être nourri par sonde. Du coup, j'ai toujours resté à 34. Ça, c'était un peu la limite que je m'étais donnée. Physiquement, je ne sais même pas comment j'ai pu résister. J'avais tout le temps froid. J'avais quand même faim, même si si je la contrôlais tout le temps et que par des moments elle était inexistante, mais j'avais toujours faim. Mon corps avait toujours faim. J'étais très faible musculairement, même si je pensais que j'avais de la force, j'étais très faible, j'étais très sensible, je pleurais très facilement. J'avais peur de la nourriture, je pensais qu'à ça. Donc mon quotidien était de me dire bon bah je commence par le petit-déj, je fais en sorte que ça se passe comme ça se passe, de manger le moins possible, de perdre le plus de poids. Et puis du moment où on m'enlevait l'assiette, je pensais déjà qu'à midi il fallait que je mange encore quelque chose. Et c'était ça ma vie.
Alors là, c'est la cuisine où j'ai grandi, où j'ai vécu, donc chez mes parents. Et ça représente tellement de choses. C'est vrai que la cuisine ou un repas est un lieu normalement qui doit être convivial, où on se retrouve en famille, entre amis. Et surtout quand ça a commencé pour moi en phase d'anorexie, ça devenait mon lieu de pire cauchemar, de crainte, de peur. Voilà, du coup, on faisait tout pour éviter le sujet ou ne pas le regarder. Et puis, voilà, c'était toujours une sorte de mal-être. D'un poids stable d'environ 53 kg, je suis passée en phase d'anorexie à au minimum 30 kg en, je pense, 6 mois. Et qui a duré sur 2 ans, l'anorexie. Et ensuite, qui a sauté à un poids de environ 80 kg. Aussi très très rapidement, en, je pense 3 mois. Ce qui a duré environ 4 ans. J'étais vraiment dans un stress et peur permanente. J'étais jamais au repos ou en paix avec moi-même. Ouais. Mais c'est ma sœur qui a été anorexique pendant, on va dire, on ne sait jamais vraiment quand ça a commencé et quand ça s'est vraiment terminé, mais on va dire sur une période de 2 ans, avec un passage boulimique aussi. Donc disons que c'est en tant que sœur que je l'ai vraiment vécu. Un des moments vraiment que j'ai en tête encore, il y a plein de détails que j'ai un peu oubliés, peut-être de manière involontaire, mais voilà. C'est quand justement une fois elle m'a demandé de lui mettre de la crème dans le dos, puis je pense qu'elle était en tout cas à moins de 40 kilos, où il y avait vraiment plus de graisse du tout, où vraiment je pouvais voir tous ses os et c'était vraiment très impressionnant. C'était squelettique en fait. Et là vraiment je me souviens vraiment de cette image et puis ça m'a glacé le sang et puis je me suis dit mais comment on va faire en fait pour remonter. À ce moment-là j'avais un peu l'impression qu'il n'y avait plus d'espoir en fait. Tellement c'était fort. Puis une autre image, c'était de la voir monter, parce que pour aller à l'école, elle montait une montée en fait devant chez nous. Et puis de la voir monter, cette montée avec son sac à dos qui était devenu plus grand qu'elle. Et puis voilà, avec toujours ses grands vêtements. On avait vraiment l'impression qu'elle s'effaçait derrière ses vêtements, derrière son sac, qu'elle n'existait plus en fait. Donc, puis ça symbolise un peu tout, parce que après coup, après quand je me suis renseignée, tout ça, je sais qu'il y a quand même une envie de s'effacer. Puis du coup, je me disais, mais en fait, elle veut disparaître. Ça m'a un peu venu comme ça au visage, assez fort. Médicalement, c'est que le cœur s'arrête. Simplement que tout d'un coup, il y a plus, le cœur s'arrête. Et c'était ça le risque. Et surtout, c'était la vitesse auquel le poids descendait. Avant d'être hospitalisée, son repas du jour d'avant, ça a été une demi-tomate et un chou Bruxelles. C'est tout. Ma fille était au fond de sa chambre en boule, au fond de son lit comme un animal. Voilà. Et dans sa tête, ça n'allait pas du tout. Ça n'arrêtait pas de tourner. Elle n'arrivait plus à... Donc elle dormait tout le temps, elle voulait plus... Elle n'arrivait plus à communiquer. Donc ça a été quelque chose, quand on l'a hospitalisée, ça a été pour nous un soulagement parce qu'on ne savait plus, on n'osait même plus la laisser seule dans l'appartement. Mes crises de boulimie ont débuté là, souvent dans des nuits où je n'arrivais pas à fermer l'œil de la nuit, puis ça... Voilà, tout le monde dormait, puis moi, tout doucement, je venais là ouvrir les placards, le réfrigérateur, à tout dévaliser. J'ingurgitais tout et n'importe quoi.
du fromage, des fruits. Enfin, vraiment, c'était me gaver. Me gaver, me gaver. Pour moi, ce qui a été le plus compliqué et qui le restera, je pense, tant que c'est encore présent, c'est la boulimie. C'est vraiment une partie que je n'accepte pas. C'est pour moi la plus grosse souffrance, puis elle se fait toute seule. Jamais quelqu'un va me voir en crise de boulimie. Mes parents ont vu des allers-retours, ils m'ont vu tendue, ils ont vu des petites choses. Mais ce moment où je mange et ce moment qui se passe dans les toilettes se passe seul. C'est une souffrance et un fardeau à vivre seul tout le temps, tout le temps. Et encore, pour nous, après 7 ans, c'est quelque chose qui est difficile encore à comprendre. Et c'est quelque chose de pas évident à vivre, pour différentes raisons. La souffrance, l'état d'âme de l'enfant qui, juste avant ces crises, n'est plus lui-même. C'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde. Le côté pratique, financier, c'est un gouffre financier. Pour subvenir aux besoins des crises, il faut acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme si on était une famille de 8 personnes et on était 4. C'est énorme. Le regard des autres, quand on sort du magasin avec des caddies, des doubles caddies remplis, et puis que vous êtes à la caisse, puis tout le monde vous regarde en disant bah, tiens, on va faire la fête, c'est génial. Mais non, ça c'est difficile. Bah, je suis passé par tous les états. Je suis passé par l'état de je vais très bien, je fais juste un régime et j'ai rien. Après passer à un état de il y a un truc qui cloche, je ne sais pas trop quoi. Et accepter ensuite que j'étais malade. Qu'est-ce que j'avais? J'étais anorexique. Et ça voulait dire que j'étais autant malade mental que malade physiquement, que j'avais autant de troubles alimentaires que des troubles de comportement, que des troubles sociaux. Et ça, c'était encore une 3e étape. Et il y avait encore une 4e étape où c'était je suis anorexique. Effectivement, ça vient avec toutes ces choses-là. Et je décide de faire quelque chose et de me dire qu'en fait, je peux très bien guérir de ça. Donc, pour moi, il n'y a pas eu une chose. Il y a eu tout un cheminement qui m'a amené de la complète incompréhension à la guérison. Les maladies psychologiques, j'ai presque l'impression qu'il faut les vivre pour s'en rendre compte comment on peut être mal dedans, dans la tête. C'est pas une question de... Souvent, on me disait, mais pour aller mieux, il faut te reprendre, il faut de la volonté, de la motivation. Il te faut, te secouer, un coup de pied au cul. Mais c'est bien plus fort que ça, ouais. J'étais tellement mal que j'en avais... Ouais, je sais pas, j'en pouvais plus. Je voulais que tout s'arrête. Puis je savais plus comment faire et puis... Ouais. Étant trop maigre, j'avais tout le temps froid. Étant trop gros, j'avais tout le temps chaud. Et il me semble, quand j'étais trop maigre, il y avait comme une sorte de... Je sais pas si mon corps se digérait soi-même, mais j'avais l'impression de sentir du souffle. Alors que, à l'extrême, j'avais l'impression d'être toujours transpirante et dégoûtante. Ouais. Moi, j'avais vraiment beaucoup de peine de regarder dans le miroir et je me détestais. Ouais. Je ne me supportais pas dans tous les extrêmes. Je pense pas qu'il y a un poids idéal, qu'il y a une morphologie idéale. L'apparence, en fait, elle prend de la place du moment qu'on n'est pas bien avec soi-même, en fait, à mon avis. Et vu qu'on est dans une société qui demande beaucoup,
mais que ce soit psychiquement, physiquement, bah, je peux comprendre qu'il y ait ce côté où il y a un rapport à soi qui est compliqué. Parce que des fois, en fait, on gère pas, et il y a trop de choses à gérer et ça devient compliqué. Mais je pense que c'est plus le rapport à soi qui est complexe. C'est très compliqué, mais effectivement, ça se joue beaucoup plus profondément que juste manger, pas manger. Ce que je crois pour moi a été très important dans mon processus de guérison, c'est de ne pas rester seule avec ça. Pour moi, c'était très important que l'union fait la force et je disais que j'avais une armée qui a toujours été là pour moi, qui c'était ma famille, les thérapeutes bien sûr, mais aussi la famille et des amis, des rares amis, mais c'est tout ce cocon m'a beaucoup soutenu et je pense que ça a été nécessaire et primordial dans mes phases de guérison. On a fait une caricature de l'anorexie. On peut plus ou moins s'en sortir, mais on ne guérit jamais. Et on a collé cette étiquette sur les gens, sur les personnes malades, et c'est totalement faux. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que de cette maladie, on s'en sort. C'est long, c'est très long. C'est quelque chose qui leur colle tout le temps à la peau et qui n'est pas juste. Donc c'est pour ça que l'anonymat, pour moi, était important. Donc ça, c'était exclu que je colle cette étiquette sur ma fille. J'avais pas du tout entendu parler d'Abba quand j'étais malade. Je ne savais pas qu'elle existait, que ça existait. Et je me disais que ça aurait été tellement bien si j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit à l'époque, en fait, tu peux guérir. Regarde, je suis là, c'est un bout de chemin à faire et puis voilà, tu vas guérir. Mais je pense que c'est important d'avoir une association qui vous prend par la main et qui vous guide et qui vous donne des réponses ou qui vous amène auprès de personnes qui peuvent vous donner des réponses adéquates et qui vous viennent en aide. À vous, à la personne malade, à l'entourage, voilà, à toute la structure familiale. Ah bah maintenant je fais gentiment, si tout va bien, faire partie du comité. Et pour moi c'est un honneur vraiment, je vais plus me rendre compte au premier comité auquel j'ai assisté à quel point c'est une association qui va faire bouger les choses, qui en tout cas essaie du mieux qu'ils peuvent, qui sont là pour les malades, mais pour les proches. Et je pense vraiment que si les gens peuvent connaître cette association, il y a peut-être plus de gens qui vont peut-être juste venir comme ça, un groupe de proches, à se dire je vais voir de quoi ça parle. Et c'est peut-être, aller chez le médecin c'est compliqué. Mais là c'est un premier pas. On peut se faire aider, écouter, si on veut juste venir et dire tout ce qu'on a sur le cœur. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider beaucoup de personnes. Et j'encourage tout malade à y aller, tout proche de malade à y aller, ou enfant de malade, parce qu'il y a vraiment de tout, à aller voir s'ils peuvent trouver un soutien, quel qu'il soit, parce que c'est vraiment une association, je pense, qui peut apporter beaucoup. C'est vraiment un lieu où les personnes qui sont dans la souffrance peuvent trouver, un soutien qui est autre que le médical. Il y a quelque chose de plus profond. J'ai envie de dire, c'est un grand cœur, où quand on vient, on est accueilli, et il y a une profondeur, et vous vous sentez entendu. Voilà, c'est ça. Vous vous sentez, on vous accueille, il y a quelque chose qui se passe, c'est une espèce d'alchimie, mais on comprend la personne qui arrive. On peut la comprendre, voilà, c'est ça. Moi, c'est ça.